He's been in the news recently because of a bitter family dispute, but radio legend Casey Kasem died today at the age of 82. Pendant plus de 40 ans, Casey Kasem était la voix de l'Amérique. I'm Casey Kasem. These are the most popular songs in the USA. Et sans conteste, le DJ préféré de tout le pays. Welcome to America's Top 10. Grâce à son charme légendaire, son top 40 était suivi chaque semaine par des millions de mélomanes. De toutes les célébrités de la radio de l'histoire, c'était Casey le numéro 1. À 3h23 le matin du 15 juin 2014, Casey Kasem s'éteint dans un hôpital de l'État de Washington. Il a 82 ans. Mais au moment de sa mort, sa femme Jean et les enfants de son premier mariage s'affrontaient au sujet de ses soins médicaux. À peine quelques semaines avant son décès, Jean a sorti son mari de l'hôpital sans tenir compte de l'avis des médecins. Une chasse à l'homme s'en est alors suivie. Nous n'avions pas la moindre idée d'où il était. C'était la panique. Son certificat de décès est très étrange. En face de la cause du décès, il est écrit « en attente ». Alors, on peut se demander, est-ce que c'était la mort naturelle d'un vieil homme ou est-ce qu'il y a eu des intentions malveillantes ? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies dans le cadre d'enquêtes. Il dirige désormais le service de médecine légale de l'une des plus grandes villes des États-Unis. Les papiers que j'ai ici sont le dossier médical de Casey Kasem. Grâce à eux, je saurai ce qui s'est passé dans les semaines, les jours et les heures qui ont précédé sa mort. Santa Monica, en Californie. Nous sommes le 6 mai 2014, 5 semaines avant la mort de Casey Kasem. Il est 9h du matin. Âgé de 82 ans, il vit dans un centre privé de convalescence. 5 ans après l'enregistrement de sa dernière émission, il ne peut plus sortir de son lit et il a besoin de soins infirmiers en permanence. La première chose que je remarque, en consultant son dossier, c'est que Casey souffrait de plusieurs maladies. Il avait de l'arthrose. Quand elle est sévère, elle peut entraîner une perte de mobilité. Il souffrait aussi d'anémie, c'est-à-dire qu'il avait un nombre de globules rouges inférieur à la normale. Je lis aussi qu'il était atteint d'hypothyroïdie. Sa thyroïde ne fonctionnait pas correctement, ce qui peut entraîner fatigue excessive et état dépressif. Mais quand elles sont traitées comme il faut, ces maladies n'ont rien d'anormal chez un homme de cet âge. En 1953, quand le rock'n'roll est sur le point de faire naître une nouvelle culture chez les jeunes, Casey Kasem revient de Corée et se lance dans une carrière à la radio. Une fois que Casey a décidé de faire carrière dans la radio, c'est devenu toute sa vie. Il se mettait au travail tôt le matin jusque tard dans la nuit. C'était un perfectionniste. Pour faire simple, personne ne travaillait plus dur que lui. Pendant les années 60 et 70, il connaît un succès grandissant. Et le 4 juillet 1970, c'est le coup d'envoi de l'émission qui va le rendre célèbre, American Top 40. I'm Casey Kasem. These are the most popular songs in the USA. Casey n'avait pas la voix la plus grave et il n'avait pas non plus la voix la plus puissante. Mais sa voix était extraordinaire et elle est devenue la bande-son de notre vie quotidienne en quelque sorte. Au sommet de sa gloire, American Top 40 a 8 millions d'auditeurs. Tout le monde connaît Casey. We're over 100 stations now. We're in all the major markets and knock on wood, things are going just great. Au début des années 80, l'émission fait son entrée à la télévision. Casey Kasem est aussi un acteur de doublage très demandé. Son rôle le plus connu est celui de Sammy dans la série Scooby-Doo. Scoob, it's up to you to follow their trail. We also have thousands of gifts. Il se donnait à 110% dans tout ce qu'il faisait, que ce soit le travail ou la famille. Il était extraordinaire. Tout au long de sa carrière, Casey est resté très présent auprès de sa famille et de ses enfants, Mike, Julie et Kerry. La famille, c'était le plus important pour mon père. Ses enfants, sa mère et son frère.
Quand on partait en vacances, c'était toujours pour aller voir la famille dans le Michigan. On lui disait « Allez papa, on pourrait aller à Hawaï ou dans un endroit chouette. Nos copains, ils vont au Mexique. » Mais à chaque fois que je suis partie avec mon père, c'était à Détroit, à Flint ou à Fenton pour voir la famille. C'était un père idéal. La famille passait avant tout avec lui. Rien ne comptait plus que ses enfants. Il était toujours présent pour nous. Et je n'arrive pas à imaginer un père plus dévoué. Mais son incroyable succès signe la fin de son mariage en 1980. Tout juste 6 mois plus tard, encore sous le choc de sa rupture, il rencontre Jean Thompson, une comédienne en herbe de 22 ans, sa cadette. Casey vénérait Jean. Pour lui, c'était la femme la plus merveilleuse au monde. Mais tout le monde se rendait bien compte qu'il y avait de gros soucis familiaux entre ses enfants et sa femme. En 1990, Casey et Jean ont une petite fille, Liberty. Casey reste très proche des enfants de son premier mariage. Il les voit toutes les semaines. Mais des tensions se font sentir. Salut Jean, papa est là? Qui est à l'appareil? C'est Kerry. C'était ça à chaque fois qu'on appelait. On n'y comprenait rien quand on était petit. On ne comprenait pas pourquoi elle était méchante comme ça. Et moi, je tenais vraiment à ce qu'elle m'aime bien. C'était très important pour moi. Au début des années 80, ses activités de DJ à elle seule rapportent à Casey 3 millions de dollars par an. Mais en 2007, à l'âge de 75 ans, ses médecins lui annoncent une terrible nouvelle. Je lis ici qu'on a diagnostiqué à Casey la maladie de Parkinson. C'est une maladie neurologique dégénérative qui attaque surtout le système moteur. C'est une maladie très grave, mais bien souvent, les personnes qui en sont atteintes peuvent mener une vie confortable, car la progression se fait petit à petit. Mais rapidement, sa fille Julie, infirmière en gériatrie, remarque d'autres symptômes qui ne collent pas. La grosse différence, c'est qu'il lui arrivait d'avoir des hallucinations quand il venait chez nous. Et on s'est dit, ça ne ressemble pas vraiment à la maladie de Parkinson. On dirait que c'est quelque chose d'autre. D'après son dossier, Casey souffrait en fait d'une maladie plus agressive. C'est la démence à corps de Lewy. Elle vient de l'accumulation de protéines qu'on appelle corps de Lewy. Ceux-ci se fixent sur des neurorécepteurs dans le cerveau et empêchent la production de substances indispensables à de bonnes capacités mentales et physiques. La plupart des symptômes sont assez proches de ceux de Parkinson. Mais il y a une énorme différence. La détérioration des fonctions cognitives est bien plus rapide. En 2009, il est clair que Casey n'est plus en état de présenter son émission à la radio. Le 4 juillet, il enregistre son dernier classement du Top 40. Il rend pour la dernière fois l'antenne, comme il l'a toujours fait depuis presque 40 ans, avec sa fameuse formule. Keep your feet in the ground, but keep reaching for the stars. Ça a été très difficile pour lui. Son travail, c'était toute sa vie. C'était ce qui lui donnait un but. C'était ce qui le rendait heureux. En 2007, Casey donne procuration à sa fille Julie pour toutes les décisions concernant ses soins médicaux. Mais quand sa santé se dégrade encore un peu plus en 2011, sa femme Jean affirme que c'est à elle qu'il a finalement donné le contrôle. Ce désaccord dégénère en bataille familiale quand Jean commence à refuser aux enfants de Casey le droit de le voir. Pour moi, il n'y avait pas le moindre doute sur ce qu'il voulait. Alors on lui a dit, « Papa, si tu tombes malade au point de ne plus pouvoir prendre de décisions sur ta santé ou de ne plus pouvoir communiquer ce que tu veux, on a peur de ne plus jamais te revoir. » Il est 11 h du matin, le 6 mai 2014, au centre de convalescence Berkeley East de Santa Monica. Casey est à un stade avancé de démence. Il ne peut plus marcher et peut à peine parler. Cela fait 4 mois qu'il n'a pas vu ses filles, Kerry et Julie. Elle ne savait pas du tout où le trouver, jusqu'à ce que le site People TMZ les en informe. Elle décide de lui rendre une visite surprise.
On est entré dans sa chambre à Berkeley East et il s'est immédiatement redressé, avec un énorme sourire aux lèvres. Je n'oublierai jamais la tête qu'il a faite. Il avait l'air bien. Il avait bonne mine, de bonnes couleurs, les joues bien rebondies. Il y avait des infirmières avec nous dans la chambre et elles nous ont dit « C'est incroyable, c'est la première fois qu'on le voit aussi animé et parler à ce point-là. » Après 3 heures à rattraper le temps perdu avec ses filles, les visites sont terminées. On lui a dit qu'on devait partir, on l'a embrassé et on lui a promis qu'on allait revenir. Et il a dit très fort « Quand ça ?» Il avait vraiment l'air... Il était au bord de la panique. Vous revenez quand? Il allait bien quand on l'a vu. Bien sûr, il était malade. Mais il allait bien. D'après ce que je vois sur les archives de Berkeley East, il en était à un stade avancé de démence à corps de Louis, mais son état était malgré tout stable. Son poids, l'état de sa peau et les observations médicales notées ici montrent qu'il était plutôt en forme. Il ne ressentait pas trop de gêne ni de douleur. Il n'y a rien dans ce dossier qui semble indiquer une menace sérieuse. Ce qui fait que je me demande pourquoi il est mort à peine 5 semaines plus tard. Nous sommes le 7 mai 2014 à Santa Monica, en Californie. Il est minuit 10. La femme de Casey, Jean Kassem, arrive à l'hôpital de Berkeley East. Selon l'infirmière de service, Jean s'inquiète car l'établissement a laissé Kerry et Julie Kassem voir Casey la veille sans prendre soin de lui demander son avis. Kerry Kassem a organisé un rassemblement devant l'hôpital pour l'anniversaire de Casey 10 jours plus tôt. Jean est maintenant convaincue que quelqu'un à Berkeley East donne des informations à la presse. Pour elle, ils ne sont plus en mesure de protéger la vie privée de Casey. Elle informe l'infirmière qu'elle ne confie désormais plus son mari à cet hôpital. L'infirmière met en garde Jean. Ramener Casey à la maison est contraire à l'avis de ses médecins. Son dossier montre à quel point il est devenu dépendant des soins de ses infirmiers. Je vois ici qu'il souffrait de dysphagie, ce qui est courant chez les personnes atteintes de démence avancée. Les muscles de la gorge sont affectés, ce qui provoque une incapacité à avaler correctement. À cause de ça, les médecins du centre de convalescence nourrissaient Casey à l'aide d'une sonde d'alimentation. Le dispositif est constitué d'un fin tuyau de plastique qui traverse la peau et la paroi abdominale pour amener des nutriments liquides et des médicaments directement dans l'estomac du patient. Si on en croit les archives de l'hôpital, Jean a été informée des dangers de l'interruption de ce genre de dispositif d'alimentation. Enlever une sonde d'alimentation, c'est quelque chose que peu de médecins recommanderaient. Ça augmente chez le patient concerné les risques d'infection et d'hémorragie interne, qui peuvent à leur tour entraîner la mort. Mais à 2h30 du matin, après avoir refusé d'effectuer les formalités de sortie, Jean emmène Casey et quitte l'hôpital. Mon père était confiné dans son lit et se nourrissait grâce à une sonde. Quand on transfère quelqu'un qui est dans cet état, on utilise un brancard et on le transporte en ambulance. Jean Kassem installe son mari dans une voiture, aidée par une aide-soignante du secteur privé qu'elle a embauchée. Sans tenir compte de l'avis des médecins ni des supplications de l'infirmière, elle l'a fait monter dans la voiture. Et elle est partie. Et là, j'ai su. J'ai su que ça allait se compliquer, et pour lui aussi. Si on en croit ses enfants, ce n'est pas la première fois que les actions de Jean mettent en danger la santé de Casey.
À mesure que la démence s'installe, Jean commence à empêcher les enfants de son mari de voir leur père. Elle avait toujours une bonne excuse. Oh, la mère de son chauffeur est malade. D'accord. Alors on n'a qu'à trouver un autre chauffeur, lui envoyer une voiture. Il y avait toujours une raison. Et au bout d'un moment, Julie m'a appelé pour me dire « Jean nous empêche de voir papa ». Kerry commence à s'inquiéter de l'impact de l'isolement sur la santé de son père. Quelle que soit la maladie, l'une des choses qui aide le mieux à surmonter tout ça, même si ça n'aide pas directement à soigner la maladie, c'est le soutien social et familial. Quand la santé de Casey commence à sérieusement décliner en 2013, la situation devient impossible à supporter. En octobre, 8 mois avant sa mort, Kerry et Julie n'ont pas vu leur père depuis près de 3 mois. Kerry décide de réagir. Il fallait que je réagisse, que les gens sachent ce qu'elle faisait. J'avais prévu d'aller seule devant sa maison avec un panneau qui disait « Jean, pourquoi tu m'empêches de voir mon père ?» Mais après, je me suis fait la réflexion qu'elle empêchait tout le monde de le voir. Que ce soit son frère, ses cousins, ses oncles, ses tantes ou ses amis les plus proches. Personne ne pouvait le voir. J'ai décidé de les convaincre de se joindre à moi. En réaction à cette manifestation, les avocats de Jean Kassem rédigent un accord qui limite le droit de visite des enfants de Casey à 60 minutes un dimanche sur 2. Ma sœur et mon frère ont signé l'accord pour voir mon père. Et combien de fois on l'a vu? 0. En réaction à la visite surprise de ses belles-filles, Jean Kassem retire son mari de l'hôpital dès le lendemain. L'état de Casey nécessitait une surveillance constante, aussi bien par des infirmiers que par des médecins. Alors la décision que Jean a prise de lui retirer l'accès aux soins dont il avait besoin entraînait un risque plus élevé de complications mortelles. Mais la saga qui entoure la mort de Casey Kassem est sur le point de prendre une tournure dramatique. Une chasse à l'homme à travers tout le pays commence. Kasem was checked out of his private care facility last Tuesday. Now his children are seeking answers from Kasem's current wife about where he might be. Nous n'avions pas la moindre idée d'où il était. C'était la panique. Est-ce qu'il était rentré chez lui? Est-ce qu'elle l'avait transféré ailleurs? On n'en savait rien. Et on savait qu'elle ne dirait rien. Quand je me disais que je ne pourrais plus être avec mon père, c'était un vrai déchirement pour moi. J'étais envahie par les émotions, la colère, la frustration, un sentiment d'impuissance. Il fallait que je le retrouve. Dès qu'il n'a plus eu accès à des soins médicaux permanents, il y avait un risque potentiellement mortel de malnutrition, de déshydratation et d'infection. Mais d'après le dossier, Jean Kassem a embauché quelqu'un pour s'occuper de lui dès le lendemain de sa sortie. Donc, les causes précises qui ont précipité son décès quelques semaines plus tard sont encore un mystère. Nous sommes le 10 mai 2014 à Beverly Hills en Californie. Casey se trouve dans la villa qu'il occupe avec sa femme depuis 1989. 3 jours après l'avoir fait sortir de son centre de convalescence, Jean Kassem organise un trajet en voiture pour son mari malade. En inspectant en détail son dossier médical, le Dr Hunter trouve des éléments qui indiquent que la décision de Jean a peut-être directement mené Casey à sa mort. Casey souffrait de fibrillation atriale chronique. C'est une maladie cardiaque qui peut être mortelle. La fibrillation atriale est le type le plus courant d'arythmie cardiaque, c'est-à-dire des pulsations irrégulières et souvent trop rapides. Des signaux électriques irréguliers entraînent des contractions très rapides et non synchronisées des atria, les 2 cavités supérieures du cœur. L'une des principales causes de la fibrillation atriale est le stress. Depuis 6 mois, Casey a été placé par sa femme Jean dans 4 établissements différents pour finalement arriver à Berkeley East en février 2014. Et aujourd'hui, 5 semaines avant sa mort, elle le déplace à nouveau.
Ça a réduit tous nos espoirs à néant. Ça a été un choc très violent. La fibrillation atriale augmente les risques de développement de caillots. Ils peuvent déclencher à leur tour des accidents vasculaires cérébraux qui interrompent l'irrigation de certaines parties du cerveau. Le risque d'AVC peut être jusqu'à 5 fois plus élevé. Et plus le patient est âgé, plus ce risque est important. On sait que les patients atteints de démence ont besoin d'une vie structurée et routinière. Le stress provoqué par ces déplacements incessants pourrait-il avoir précipité la mort de Casey? Je ne trouve rien qui indique que la fibrillation atriale de Casey ait déclenché une insuffisance cardiaque ou un AVC. Et j'en conclus que les causes de sa mort se trouvent ailleurs. Il est tôt, le matin du 11 mai 2014, dans le Nevada. 4 jours après avoir vu leur père pour la dernière fois, les filles de Casey n'ont toujours pas la moindre idée d'où il se trouve. Elles font appel à Logan Clark, un détective privé, pour le retrouver. La situation était dramatique. Il fallait le retrouver et le retrouver aussi vite que possible. Sa vie en dépendait. Si on en croit le dossier médical de Casey, son transfert tel que Jean l'a organisé était dangereusement inadapté à son état de santé. D'après son dossier, Casey souffrait de contractures musculaires sévères qui entraînaient un raccourcissement et un durcissement des muscles et des tendons. Le résultat, c'est une rigidité excessive de l'articulation. Ce type de contracture peut être extrêmement douloureux et demande un traitement kiné régulier. Son état de santé nécessitait un transport professionnel par ambulance. Le docteur Hunter découvre également une erreur aux conséquences potentiellement mortelles. Casey avait besoin d'une sonde aussi bien pour son alimentation que pour son hydratation. Quand Jean l'a fait sortir de Berkeley East, elle a bien emporté le matériel, mais elle n'a pris avec elle que 2 unités de produit. Ce produit est un liquide nutritif riche en protéines, indispensable à l'alimentation des patients qui sont nourris par sonde. Avec un dosage approprié, ces 2 unités n'auraient suffi qu'à 2 jours d'alimentation. L'une des infirmières que Jean Kassem a recrutée révèle une autre défaillance au détective privé Logan Clark. La machine qu'ils avaient pour nourrir Casey a fini par être vide. Alors ils se sont arrêtés dans un magasin pour acheter un complément alimentaire. Ils ont acheté un complément alimentaire sans ordonnance, indiqué pour ceux qui peuvent encore se nourrir, mais qui n'est absolument pas adapté à quelqu'un qui est alimenté par sonde. Elle a versé du complément alimentaire dans la machine. 2 bouteilles en tout. Résultat, la machine était bouchée. C'était prévisible, ce n'est pas fait pour ça. Elle a cassé la machine. Il ne pouvait plus le nourrir. Sans son liquide nutritif, ce n'était qu'une question de temps avant que Casey ne souffre de malnutrition et de déshydratation. Nous sommes le 11 mai 2014. Il est 5 heures du matin. Voici l'hôtel Vdara à Las Vegas. 5 semaines avant sa mort, Casey est dans sa suite. D'après les archives, l'infirmière que Jean a recrutée examine son patient. Casey vient de passer 5 heures en voiture. Et ce qu'elle trouve a de quoi inquiéter. D'après le dossier, elle a découvert des lésions cutanées autour du coccyx, ce qui indique le début d'une escarre. Les escarres, qu'on appelle aussi parfois ulcères du décubitus ou plaies de lit, sont des blessures de la peau et des tissus sous-cutanés suite à une pression prolongée. Casey avait une escarre au même endroit quand il était à l'hôpital plusieurs semaines auparavant. Mais si on en croit son dossier médical, elle était résorbée. Après 5 heures dans la voiture, elle s'est à nouveau développée. Une fois qu'une escarre s'installe, elle est très difficile à traiter, tout particulièrement dans les cas comme celui de Casey, où le patient n'est pas alimenté convenablement. Nous sommes le 12 mai 2014 à Las Vegas, dans le Nevada. Après une nuit à l'hôtel Vdara, Jean Kassem met son mari dans une ambulance aérienne en direction de Seattle dans l'État de Washington. Son dossier médical montre qu'à ce stade, son état de santé est en train de se dégrader. Jean Kassem a prévenu le personnel médical à bord de l'ambulance que Casey avait développé une escarre de la taille d'une pièce de 2 €. À l'atterrissage, Casey est ensuite transféré dans une ambulance.
Le chauffeur de l'ambulance, à l'arrivée dans l'État de Washington, a été surpris de voir dans quel état était Casey, relié à une machine pour pouvoir se nourrir. Alors il s'est tout de suite dit, il faut aller à l'hôpital. Mais Gene le dirige vers la maison d'un ami d'enfance qui vit à Silverdale, à une centaine de kilomètres de Seattle. Avec des soins permanents appropriés, Casey aurait pu vivre plus longtemps. Mais à peine plus de 4 semaines plus tard, il était mort. Nous sommes le 12 mai 2014 à Silverdale, dans l'État de Washington. Après avoir déposé Casey à la maison de son ami, le chauffeur de l'ambulance est tellement inquiet de son état qu'il contacte les autorités. Le chauffeur de l'ambulance a déposé une plainte pour maltraitance de personnes âgées. Cette plainte a été traitée par la police. Elle indiquait précisément l'adresse où se trouvait Casey. Quand on a découvert où il était, on était abasourdis. Pourquoi? Comment? Quand est-ce que quelqu'un va intervenir? Quand est-ce qu'on va enfin pouvoir arrêter ça? Kerry Kassem vient de gagner un procès en Californie qui lui donne le contrôle sur la santé de son père. Mais ce jugement n'est pas valable dans l'État de Washington. Les révélations du chauffeur de l'ambulance l'ont alarmée et elle a peur de manquer de temps. Il fallait encore tout recommencer. Il fallait que je supplie à nouveau un juge de reconnaître que mon père était sous ma tutelle, que ses décisions m'appartenaient. Elle n'a jamais renoncé, alors que beaucoup d'autres à sa place se seraient dit « Je n'en verrai jamais la fin ». Elle a continué à se battre jusqu'au bout. Le dossier médical de Casey montre que la famille avait de bonnes raisons d'être en désaccord. Le jour suivant, le 13 mai, Casey a reçu la visite du docteur Donald Sharman, un médecin que Gene avait embauché. Il a remarqué que sa pompe de gavage ne fonctionnait pas, ce qui veut dire qu'il souffrait sans doute de malnutrition depuis des jours. Les conséquences de cette négligence sont claires. Dès le lendemain, le service d'infirmiers à domicile, qui avait été engagé pour s'occuper des soins de Casey, a noté que son escarre en était au stade 3. À ce stade, l'ulcère a progressé jusque dans les tissus sous-cutanés. Les dommages causés à la peau sont irréversibles. Une semaine plus tard, le docteur Sharman revient. La pompe de gavage fonctionne maintenant correctement, mais l'état de Casey semble s'aggraver. Le docteur Sharman a remarqué une possible infection secondaire. Une escarre nécessite un nettoyage très régulier afin d'éviter qu'une infection pénètre le système sanguin. Une infection de ce genre peut s'avérer fatale. Nous sommes le 30 mai 2014. Kerry Kassem sort victorieuse du tribunal de l'État de Washington. Les 3 semaines de bataille pour les soins de son père sont enfin terminées. C'était une victoire, mais j'étais morte de peur. Elle se précipite à Silverdale avec un garde du corps. Quand on est arrivé là-bas, à la maison, on a été accueillis par tout un groupe de vieux motards croulants. On aurait dit un mur de bikers. Et quand je me suis approchée, ils m'ont dit « On ne peut pas vous laisser entrer ». J'ai répondu « La justice est de mon côté, je vais voir mon père ». À ce moment-là, j'étais calme, presque imperturbable. Je n'avais qu'une seule idée en tête, un seul objectif, et c'était de voir mon père. Rien ni personne n'aurait pu m'en empêcher. Je suis entrée dans la chambre minuscule qu'il occupait. Il y avait juste une petite télévision noir et blanc. Quand on s'est regardé, il m'a tout de suite reconnue. C'est la première fois que Kerry voit son père depuis sa visite au centre de convalescence 3 semaines plus tôt. Je lui ai dit que je l'aimais très fort et je l'ai serré dans mes bras. Et je lui ai dit, papa, tu as l'air en pleine forme, tu as rajeuni. Et il m'a répondu, oui, je sais. Mais en réalité, elle est choquée de voir son père dans cet état. Ça se voyait. Mon père allait mal. J'ai tout de suite su qu'il était sur une très mauvaise pente. Il transpirait beaucoup et il gémissait. Il avait l'air de perdre connaissance par intermittence, alors qu'à Berkeley East, il était lucide. Il fronçait les sourcils. Alors je lui ai demandé plusieurs fois s'il souffrait, mais il n'a fait que me regarder. Je lui demandais s'il avait besoin de quelque chose, mais il était incapable de me répondre. L'enquête du docteur Hunter révèle les raisons de la douleur de Casey.
Selon le dossier médical de Casey, le docteur Sherman lui avait prescrit des injections intramusculaires d'antibiotiques. C'est très douloureux. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que je ne trouve aucune trace dans son dossier médical d'une quelconque prescription d'analgésiques. Des opiacés, par exemple, l'auraient soulagé des douleurs provoquées par son escarre, ses contractures, et dans une moindre mesure, ses injections intramusculaires. 2 jours plus tard, une ambulance vient chercher Casey pour l'amener à l'hôpital sur décision du tribunal. Il y sera examiné. J'en avais des frissons tellement j'étais soulagée. Je me disais, enfin, mon père va être entre de bonnes mains. Mais en route vers l'hôpital, l'état de Casey devient critique. Ça a été le trajet le plus effrayant de toute ma vie. La tension de mon père était en chute libre et il n'arrêtait pas de perdre connaissance. Je n'ai jamais eu aussi peur. Il est 13 h. Casey arrive à l'hôpital de Saint Anthony à Gig Harbor, Washington. Son état est très sérieux et une équipe de médecins l'examine aussitôt. D'après ce que je lis, l'état de santé de Casey se détériorait rapidement. En plus de son escarre de stade 3, il avait aussi contracté une infection urinaire. Ce n'est vraiment pas bon pour quelqu'un dans son état. Le système immunitaire de Casey était en train de lâcher, et si ces infections se propageaient, il pouvait en mourir. Malheureusement, votre père n'a plus beaucoup de temps. Il faut que vous le sachiez. Ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre quelques mois, mais il va très mal. Si j'en crois ce qui est noté dans son dossier médical, Casey gémissait et faisait la grimace. Ces réactions ne peuvent s'expliquer que par les grosses douleurs provoquées par son escarre et ses contractures musculaires. Ses médecins lui ont administré une dose de 2 à 4 mg de morphine pour soulager ses douleurs. Après ça, c'était vraiment le jour et la nuit. Tout son corps s'est détendu. Il a pu nous regarder et essayer de communiquer avec nous en marmonnant un peu. « 3 juin 2014, 12 jours avant la mort de Casey. Kerry est très pessimiste et elle demande aux médecins de tout faire pour sauver la vie de son père. Ils ont fait tout leur possible pour répondre à sa demande. Ils ont installé à Casey une intraveineuse d'antibiotiques pour traiter les infections et lui ont apporté les nutriments nécessaires via sa sonde d'alimentation et ils l'ont hydraté par intraveineuse. Le 6 juin 2014, Casey est dans un état critique. Je lis ici que malgré un traitement antibiotique intensif, le système immunitaire de Casey continuait de s'affaiblir. Des fluides s'accumulaient dans ses poumons. Et quand on n'évacue pas ces fluides, ça provoque un arrêt respiratoire. Je ne voulais pas qu'il meure en ayant soif ou qu'il ait faim. Mais il était à l'agonie. Les fluides qui encombrent ses poumons sont aspirés plusieurs fois par jour. On lui enfonçait des tuyaux dans la gorge. Il secouait la tête en nous regardant comme pour nous dire « Je vous en supplie, arrêtez ça ». Mon père était en train de s'étouffer et ma sœur criait « Il faut aspirer ces fluides !» C'était affreux, mon père souffrait terriblement. Le lendemain, les médecins leur conseillent d'arrêter les traitements pour le nourrir et l'hydrater. Les filles de Casey doivent prendre une décision pénible. C'était une décision nécessaire. Nous en avions tous conscience. Pour qu'il meure en paix. « 15 juin 2014. Il ne reste que quelques minutes à Casey. Il est entouré de ses filles adorées, Kerry et Julie, et son fils Michael est venu spécialement de Singapour où il habite. Quand cette ultime journée est arrivée, je n'en pouvais plus. C'était horrible de le voir essayer de respirer. Et quand finalement tout s'est arrêté, nous étions tous auprès de lui. Il est mort entouré de tous ceux qu'il aimait. Et il le savait. Il savait qu'on était là. Il est 3h23 du matin. Casey Kasem est déclaré mort.
Aucun médecin légiste n'a pratiqué d'autopsie sur la dépouille de Casey Kasem et la cause du décès officiel est demeurée en attente. Mais aujourd'hui, le Dr Hunter pense pouvoir mettre le doigt sur les raisons exactes de sa mort. Le cas de Casey est très complexe. On pourrait se dire qu'un homme de 82 ans, atteint de démence sévère, peut mourir soudainement et qu'il est décédé de cause naturelle. Mais quand Casey a été hospitalisé le 1er juin 2014, il était dans un état grave. Il avait une escarre infectée, une infection de la vessie, et il souffrait énormément. Les médecins lui ont administré des antibiotiques dès son arrivée à l'hôpital. Mais pour le Dr Hunter, ce traitement était insuffisant et intervenait trop tard. Il est convaincu que l'origine de sa mort remonte à la période où son épouse s'occupait de lui. On ne peut pas se contenter d'ignorer la période où c'était Jim Kasem qui était chargé de sa santé. Il avait besoin de soins permanents administrés par des professionnels de santé. Même chez un patient sain, une blessure ouverte représente un risque. Mais dans le cas de Casey, dont le système immunitaire était déjà très faible, son escarre était une véritable bombe à retardement. Pour le Dr Hunter, le premier indice se trouve au moment où Kerry emmène son père à l'hôpital. Pendant le trajet dans l'ambulance, il n'arrêtait pas de perdre connaissance et sa tension était en chute libre. Ces éléments indiquent un sepsis, c'est-à-dire des infections bactériennes qui se répandent dans le corps tout entier. Des bactéries qui provenaient sans doute de l'escarre infectée sont entrées dans le corps et elles ont libéré leurs toxines. Ces toxines ont attaqué les petits vaisseaux sanguins qui se sont mis à laisser des fluides s'écouler dans les tissus. À mon avis, ces écoulements ont déclenché une sollicitation excessive du système immunitaire, ce qui a entraîné une irrigation sanguine moins importante du cerveau, des reins et du cœur. Durant la semaine qui a précédé son arrivée à l'hôpital, quand Casey était encore sous la garde de sa femme, son escarre réclamait des soins bien spécifiques. Les tissus infectés, qu'ils soient à l'intérieur de l'ulcère ou en périphérie, doivent être débridés ou grattés afin d'empêcher les bactéries de s'introduire dans le système sanguin. Mais je ne trouve pas la moindre trace d'une telle intervention quand il était avec Jean. Je ne sais même pas s'il y avait quelqu'un de qualifié pour le faire. Le 4 juin, les médecins constatent une nouvelle chute brutale de sa tension. Le sepsis était tellement avancé qu'il a évolué en choc septique. À ce stade, Casey risquait de voir plusieurs de ses organes cesser de fonctionner. Pour tenter de lui sauver la vie, les médecins lui administrent des vasopresseurs, des médicaments puissants conçus pour faire remonter la pression artérielle. Le 6 juin, Casey souffrait de la défaillance de plusieurs de ses organes. Ces médecins ont noté un résidu gastrique élevé et une absence totale de sel, ce qui signifie que son corps n'absorbait plus aucun nutriment. Les fluides qui lui sont administrés en intraveineuse pour assurer son hydratation commencent à s'accumuler dans les poumons. À ce stade, il est déjà en train de mourir. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que son cœur ne s'affaiblisse lui aussi et que Casey arrête de respirer, ce qui est arrivé 9 jours plus tard. Au bout du compte, sa vie était en danger à partir du moment où Jean Kasem l'a fait sortir du centre de convalescence de Berkeley East 5 semaines avant sa mort. En l'absence des soins médicaux permanents dont il avait absolument besoin, il a développé des infections qui ont précipité sa mort et ont fait inutilement de ces dernières semaines un enfer avec des douleurs insupportables. En mai 2015, le procureur du comté de Los Angeles a statué qu'il n'y avait pas assez de preuves pour poursuivre Jean Kasem au pénal pour maltraitance de personnes âgées. Une action civile pour maltraitance de personnes âgées ayant entraîné la mort est encore en cours. Mais il y a un dernier rebondissement à cette tragique histoire. Après avoir récupéré le corps de Casey à l'hôpital, à peine 5 heures après sa mort, Jean Kasem envoie la dépouille de son mari en Norvège pour l'y enterrer.
On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour l'en empêcher, mais on ne pouvait rien y faire. Seul Jean Kassem pourrait expliquer sa décision. Elle n'avait pas la moindre goutte de sang norvégien dans les veines. Son frère nous a contactés et nous a affirmé qu'il n'y avait aucune origine norvégienne dans la famille. Il est dans une tombe anonyme, à un endroit où il n'a jamais mis les pieds de sa vie. Les gens ne le connaissent pas là-bas. Il devrait être ici. Il faut qu'on le ramène ici, à Los Angeles, où il a vécu pendant 58 ans. Il y a tellement de gens qui l'ont connu et qui aimeraient se recueillir sur sa tombe. En mémoire de son père, Kerry Kassem s'est lancé dans une campagne pour changer la loi partout aux États-Unis et garantir aux enfants adultes de pouvoir voir leurs parents en fin de vie. Ce qui nous est arrivé est profondément injuste. C'était mal. Il ne faut pas que ça se reproduise. N'oubliez jamais ce qu'il disait toujours. Essayez d'atteindre les étoiles. Il y a 50 étoiles sur notre drapeau. Il y a 8 États qui ont voté mon projet de loi sur le droit de visite. 8 étoiles. Il m'en reste encore 42 à atteindre.